Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du calibre. Aujourd'hui sur l'établi on a une montre très spéciale avec une valeur sentimentale aussi particulière. On a une Seiko, une chronographe, on verra un petit peu plus sur le modèle, qui est aussi une montre assez historique, ce modèle-là de chez Seiko. Et aussi une montre avec une histoire particulière parce que c'est quelqu'un qui suit la chaîne qui m'a confié cette montre en fait. Cette montre appartenait à son papa qui est malheureusement décédé il y a plusieurs années. Et cette montre est restée dans un tiroir pendant très très longtemps. Et il a ressorti cette montre du tiroir et vous voyez, la montre tourne, mais il y a quelques petits problèmes dessus. Vous voyez par exemple là le bouton qui colle un petit peu. La personne m'a dit que la montre, il n'était pas sûr si la montre avait été déjà révisée. On voit qu'elle a été portée. Le verre est bien rayé. Donc le but, ça va être de restaurer cette montre, de lui donner une deuxième jeunesse et comme ça la rendre à son propriétaire en bon état et il pourra se souvenir de son papa et passer cette montre de génération en génération. C'est ça aussi la beauté des montres mécaniques. Voilà, c'est des choses aussi qui peuvent nous rappeler quelqu'un, nous rappeler un souvenir. Donc c'est des beaux objets et qui, s'ils sont bien entretenus, si on en prend soin, si on fait des services à des intervalles réguliers, c'est des choses qui peuvent être passées de père en fils ou de père en fille, comme vous voulez, pendant de nombreuses générations. Donc vous voyez, c'est un Seiko, une montre Seiko 6139, pardon, chronographe automatique. On voit dessus le rotor là que je suis en train de tourner qui sert à remonter le mouvement au mouvement du poignet. On voit un petit peu de jeu là. Et on voit la graisse, regardez là, on voit la graisse sur le mécanisme qui est assez vieille. Donc en effet, je suis pas certain que cette montre ait été maintenue régulièrement, ou du moins pendant très longtemps forcément, depuis le malheureux décès de son propriétaire. Mais on voit que la montre, ouais, elle a vraiment besoin d'un petit service dessus, d'une petite restauration. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va complètement démonter. Je vous dirai un petit peu plus aussi sur cette montre. Qu'est-ce qu'elle a, elle a vraiment une importance particulière, ou du moins ce mécanisme a une importance très particulière dans l'histoire horlogère. Et on va démonter tout ça. On va nettoyer toutes les pièces. On va essayer de corriger si on voit des défauts. Et on va remonter la montre ensuite en graissant, huilant les pièces entre elles et voir si on arrive à avoir une montre qui tourne correctement à la fin. Donc là, j'essaie d'enlever la bague qui maintient, on voit les boutons de poussoir avec les ressorts dessous. Donc modèle chrono avec un chronographe, donc avec deux boutons, un pour démarrer, arrêter le chronographe et un pour faire la remise à zéro. Donc un fonctionnement classique. Et comme on l'a vu, on est sur un mouvement de chrono automatique et non manuel. Voilà, je souhaitais vous présenter donc le site l'atelier du calibre où vous pouvez retrouver en vente les montres qui sont restaurées sur la chaîne. On propose aussi des services si vous voulez maintenir et faire maintenir votre montre. Donc vous pouvez nous l'envoyer, vous verrez les tarifs ici. Vous pouvez rentrer en contact avec le lien sur le site. Donc merci d'avance. Et on voit là, on va pouvoir retirer le mouvement de son boîtier. Voilà, parfait. Le cadran est vraiment en super état. Regardez ce cadran, il est magnifique. Avec ce finish un peu irisé dessus. Couleur aussi. Et avec ce sous-cadran là, vous voyez, avec les minutes du chronographe en forme en forme un petit peu carrée. J'adore le design de cette montre. Et surtout les couleurs aussi simples. Argent, noir, blanc. Vraiment très beau. Parce que donc sur les Seiko, les 6139, il existe plusieurs modèles. Vous avez par exemple la POG, la Bruce Lee, pardon. Vous avez celle-là, qui est la Silver Ghost. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi elle s'appelle la Silver Ghost. Mais qui est un modèle assez particulier de cette famille de montres de chez Seiko. Donc là, on a enlevé les aiguilles. Et je trouve que Seiko, vous voyez, pour la valeur des montres, je trouve que les cadrans sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Vraiment de très très beaux cadrans avec des finitions correctes vraiment pour un niveau de prix. Parce que voilà, c'était des montres, c'est pas des montres, même à l'époque, quand on les achetait neuves, c'était pas des montres pas chères, mais c'était pas non plus des montres de luxe. Mais on voit que les cadrans et vraiment le rapport qualité-prix de ces montres-là sont vraiment très 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 bons. Donc voilà, on va stocker ça dans cette petite boîte, spécialement conçue pour stocker les cadrans. Et on va mettre ça de côté, et bien sûr, on remontera le cadran pratiquement tout à la fin,
une fois qu'on aura complètement, comme on l'a dit, démonté et nettoyé ce mécanisme. Donc on voit en plus forcément de la complication étant un chronographe automatique. On a aussi la date et le jour comme complication sur cette montre. Donc voilà, on n'est pas sur un chrono ultra simple. Mais on peut voir, donc là c'est ce qu'on peut voir, j'ai déjà réparé plusieurs Seiko sur cette chaîne. On peut voir que les Seiko, elles ont vraiment été développées avec une philosophie complètement différente par rapport à certaines montres suisses. On n'est pas là sur la décoration du mouvement, notamment sur des montres de cette époque où souvent les mouvements étaient décorés de façon manuelle et de manière exceptionnelle pour certaines marques. Mais il n'y avait même pas de cristal à l'arrière du boîtier. Donc le mécanisme, si vous voulez, il n'y avait que l'horloger qui voyait ce mécanisme. Donc on peut se poser la question, pourquoi décorer quelque chose le propriétaire, les 3/4 des propriétaires ne voyaient même pas le mécanisme de leur montre. Mais voilà, c'est le savoir-faire suisse sur les mouvements de montre, même à l'époque. Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple en termes de finish, mais très efficace. On est sur quelque chose qui est fait pour être produit de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus simple. Sans doute même déjà à cette époque, donc cette montre qui est des années 70, déjà sans doute avec beaucoup plus de pièces qui étaient faites avec des machines plutôt qu'à la main, contrairement sans doute à beaucoup de mécanismes suisses de cette époque. Donc voilà, on est plutôt sur de l'industrialisation, sur des pièces qui pouvaient être faites en grande quantité. Et c'est le marché de Seiko, donc des montres comme on l'a dit, plutôt bon marché, pas non plus donné, mais voilà, on n'est pas sur les prix de Patek Philippe, de Rolex, même d'Omega de l'époque. Mais voilà, une qualité par contre, qualité à la japonaise, simple mais robuste. Donc là, on commence à démonter, vous voyez, le mouvement du chronoro. Donc on voit que sur le chronographe, il y a plusieurs niveaux. Pareil, on est sur une architecture qui est complètement différente de ce qu'on peut avoir si vous regardez d'autres chronos que j'ai fait sur la chaîne par rapport à des chronos suisses, que ce soit du Omega, même du Valjoux, du Landeron, du Vénus, qui étaient des calibres chronographes très connus dans ces époques-là. On est vraiment sur une autre philosophie et ils ont vraiment fait les choses à leur manière chez Seiko. Donc là, j'enlève la puissance du ressort dans le barillet. Parce qu'un des défauts de ces montres et de ce calibre, c'est que le barillet, donc la montre, ne peut pas être remontée avec la couronne. Elle ne peut être remontée que avec le mouvement de la masse oscillante, c'est-à-dire que avec le mouvement de poignet. Donc quand vous bougez la montre, on ne peut pas remonter la montre manuellement, même si c'est un mouvement automatique. Aujourd'hui, les 3/4 des montres automatiques, vous pouvez quand même remonter la montre un petit peu, surtout quand on redémarre la montre. C'est pas le cas sur ce modèle-là, sur ce modèle de calibre. Elle doit être purement et simplement remontée au mouvement du poignet. Donc la couronne, en fait, donc forcément la tige de remontoir et toutes les pièces qui vont derrière n'ont aucun lien avec le barillet et le ressort qui se retrouve à l'intérieur pour pouvoir le remonter. Donc c'est un peu un inconvénient de ce mécanisme, mais il a plein d'autres avantages. Là on voit les marques d'usure et de graisse. Regardez la graisse qui est dessous là. Vous voyez ici aussi pareil cette graisse noire qui est complètement dure, qui s'est solidifiée avec le temps. Donc c'est pour ça que vous devez faire des maintenances régulières sur vos montres, parce que vous voyez cette graisse là qui s'est solidifiée. Forcément quand les pièces tournent entre elles, vous voyez le jeu là que ça crée. Quand les pièces tournent entre elles, cette graisse qui devient dure va en fait agir comme du sable ou comme quelque chose qui est beaucoup plus dur et va commencer à user le métal plutôt que de faire son job, c'est-à-dire de lubrifier et justement d'éviter cette usure. En devenant dure, elle va faire complètement l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenir vos montres de manière régulière. Sinon, forcément c'est plus dur, la montre est plus dure à réparer, donc sans doute ça va coûter plus cher si vous faites une révision. Et des fois même, les pièces elles peuvent être complètement endommagées et ça veut dire qu'il faut changer la pièce. Et souvent sur des montres de cette époque ou des montres qui ont été faites dans des séries un petit peu moins importantes, les pièces peuvent être très compliquées, voire impossibles à trouver. Et très très cher. Donc votre révision peut coûter beaucoup plus cher que si vous y prenez régulièrement et que vous faites juste un démontage, un remontage avec un graissage et un huilage de votre mécanisme. S'il faut changer des pièces, forcément, ça va coûter plus cher.
Donc voilà, on continue à démonter les roues du chrono, le barillet. On sortira le ressort un petit peu plus tard. Là encore, on voit la graisse noire complètement séchée sur le dessous aussi du barillet. On enlève ici les roues, l'encre avec son pont. Voilà, on arrive là pratiquement au bout du démontage du mécanisme. Donc après, on aura sans doute quelques petits sous-ensembles à démonter. Mais voilà, on voit que le mouvement, il est quand même assez sale. On voit un petit peu de graisse, un petit peu d'huile, un petit peu partout. Voilà, la roue de centre qu'on vient enlever. On passe côté cadran. On va finir de démonter le reste des pièces de ce côté-là aussi. Voilà, et on va enlever les vis. Ici, on va pouvoir libérer le renvoi, donc qui est ce gros ressort ici. Parfait. Et dessous, regardez, là, on a la bascule avec le ressort intégré, pièce magnifique, tout en un. Et la tirette, ouais, la graisse qu'il y a dessous, là. Waouh. Et là, vous voyez aussi, on a le pignon de remontoir et le pignon coulant intégré qui est en un morceau. Normalement, sur les montres suisses, la plupart des calibres suisses, c'est en deux morceaux. Voilà, avec un petit morceau de bois, je viens nettoyer les rubis pour enlever l'huile ou la graisse séchée dans les rubis. Pareil, ce sera plus facile à nettoyer quand on mettra toutes les pièces dans la machine à nettoyer. On va faire la même chose ici. On va libérer, enlever ces petits ressorts qui sont sur le dessus pour libérer les rubis qui sont dessous, qu'on va nettoyer aussi dans la machine. Voilà, on va les nettoyer séparément. Remettre le balancier en place sur la platine. C'est juste un des endroits les plus sûrs pour le garder pendant le nettoyage. On est sûr qu'on n'endommagera pas le spiral, qui est le ressort dessous qui est ultra fragile. Et voilà, on va pouvoir passer ensuite. On va faire la même chose, démonter, enlever le ressort. Vous voyez là, c'est tout fin, donc il faut faire tourner pour sortir chaque bras là, vous voyez, de ce ressort. Et une fois que c'est sorti, on peut soulever le ressort. Voilà, et il commence à venir gentiment. Vous voyez, il faut être très patient. Je le fais gentiment tourner et voilà. Je vais pouvoir l'enlever et on va pouvoir récupérer le rubis, s'il veut bien venir. Voilà, un petit peu de Rodico. On va démonter le barillet pour nettoyer aussi tout ce qui est à l'intérieur. Sans doute, on va changer le ressort. On mettra un nouveau ressort. Ah, c'est assez propre à l'intérieur. Plutôt propre. On enlève l'arbre de barillet et on voit le ressort. J'ai vu pire, surtout comme mouvement automatique, où souvent on a de la graisse, on le voit là sur mes doigts, les traces noires. On a de la graisse graphite. Donc là, il n'y en avait pas trop. Petit polissage des pivots. Et voilà, on va mettre toutes les pièces maintenant qui vont partir dans la machine pour être nettoyées. Donc on met tout ça dans des paniers. Et ces paniers-là vont être montés sur la machine à nettoyer. Et le nettoyage va se faire en plusieurs étapes forcément. Donc en général, on démarre avec une étape de nettoyage. Donc ça, c'est la première étape qu'on va faire là maintenant. Et ensuite, derrière, on a 2 étapes de rinçage. Et après les 2 étapes de rinçage, on fait la dernière étape qui sera une étape de séchage pour sécher les pièces. Et ensuite, les pièces seront prêtes à être remontées sur le mécanisme. Ok, donc maintenant on va se focaliser sur le boîtier. Donc on va enlever là le vieux joint qu'on changera forcément, on mettra un nouveau. Vous voyez, il est tout dur, il est tout sec, donc il faisait plus du tout son boulot. Regardez là, la saleté. Donc je vais essayer d'enlever un maximum de saleté là, avec ce petit morceau de bois. Et ensuite on va mettre toutes les pièces dans la machine à ultrasons pour venir finir de nettoyer ça. Là pareil, regardez le boîtier à l'intérieur. Regardez les boutons de poussoir, ce que je vais sortir. Oh, regardez ça.
des boutons de poussoir, de la poussière, sans doute des résidus de peau qui étaient à l'intérieur. Donc vous souvenez là, les boutons de poussoir qui collaient, qui fonctionnaient pas bien. C'est sûr qu'avec ça, ça peut pas aider. Vous croyez que c'est fini, mais non, il y en a encore. Donc voilà, on va enlever ça. On va faire pareil sur l'autre. On va mettre tout ça dans la machine à ultrasons. Regardez tout ce que j'arrive à ressortir là de ce côté-là aussi. Encore. Et le reste, on va aussi, vous voyez, la lunette. On a enlevé la lunette. Et on va aussi nettoyer ça, pareil, avec un petit morceau de bois. Et le reste sera enlevé dans la machine à ultrasons. Donc, machine à ultrasons n'est pas faite pour enlever le gros. Mais voilà, elle va forcément aller dans tous les petits détails pour enlever le reste de la saleté qui reste. Là, je presse juste pour enlever le verre qu'on va changer. Parce que le verre, on a vu, il est quand même bien rayé, il est bien fatigué. Donc, on va mettre un tout neuf. Et voilà, là, on met les pièces dans la machine à ultrasons. On nettoie le bracelet, on nettoie toutes les pièces. Ok, on va commencer le remontage. Donc, on va d'abord traiter dans les pilames les différentes pièces. Donc, ça, c'est pour que le traitement ou l'huile qu'on va mettre sur ces pièces-là soit retenu un petit peu mieux. Donc on fait ce traitement et ensuite on va pouvoir commencer le remontage, huiler les pièces et remonter le mécanisme. Donc je disais le 6139, donc ce mécanisme-là de chez Seiko, il a vraiment une importance dans l'histoire en fait pour plusieurs raisons. Parce qu'en 1969, il y a eu une course entre plusieurs fabricants de montres, notamment Zenith, le premier, Heuer et Breitling qui se sont associés aussi pour faire un mécanisme particulier, et Seiko qui se sont battus en fait pour sortir le premier chronographe automatique, donc le premier chrono automatique. Donc il y a plusieurs versions de l'histoire où en fait, même aujourd'hui, c'est pas très clair qui a sorti le premier. En fait, au tout début des années 69, Zenith a été le premier à annoncer officiellement, publiquement, a fait une conférence de presse pour annoncer son mécanisme de chronographe automatique, qui est le fameux El Primero de chez Zenith, le mouvement El Primero, qui est d'ailleurs toujours en production, qui est quand même assez énorme. Hein. Un mouvement créé en 1969, qui est encore aujourd'hui utilisé dans les montres Zenith, qui a été utilisé dans la Daytona de chez Rolex pendant de nombreuses années, qui a été utilisé chez Movado, chez d'autres fabricants. C'est vraiment un modèle emblématique, voilà, un calibre emblématique, le Zenith El Primero. Donc Zenith l'a annoncé le premier, voilà, donc ils l'ont annoncé, mais forcément les premières montres sont arrivées un petit peu plus tard, donc ils l'ont annoncé, je crois, de mémoire en janvier ou tout début d'année 1969. Heuer et Breitling qui se sont associés aussi pour faire un mouvement chronomatique ou le calibre 11 par exemple qu'on peut avoir chez Tiger. Eux ont été ont été les premiers à présenter des modèles et qui étaient prêts à vendre, et je crois que c'était aux alentours sur Basel World, enfin voilà, l'exposition qu'on a encore aujourd'hui, mais en 1969 au mois d'avril. Mais bon voilà, c'était sur un salon, ils avaient en effet fait plusieurs pièces qui étaient disponibles à la vente, mais on n'était pas encore sur de la production de masse. Et Seiko, de l'autre côté de la Terre, donc au Japon, travaillait aussi sur un mécanisme chronographe automatique, qui est ce mécanisme-là, le mécanisme 6139. Et Seiko, eux, ils ont fait ça, donc il y avait plus ou moins une guerre en Suisse entre Zenith, Breitling et Heuer sur qui allait sortir le premier. Et Seiko était très silencieux à ce sujet-là, ils n'étaient pas du tout dans une guerre médiatique, si on veut. Et eux, on a donc chaque Seiko, même aujourd'hui, c'est pas encore très très clair. Les Seiko ont forcément des numéros de série où on peut retracer le mois et l'année de fabrication. Et on voit que des 6139 ont été des numéros de série ont été fabriqués en mars 1969. Et donc là, on est sur de la production. Donc voilà, ça dépend. Si on prend le premier qui l'a annoncé, le premier qui a fait des protos, le premier qui l'a fait en grande série. Mais voilà, Seiko était dans la course et ils ont fait un superbe mouvement. Donc là, vous voyez, vous m'avez vu, là, j'ai réduit
le trou, vous voyez là, et d'ailleurs il est tellement réduit qu'il n'arrive pas à aller sur la pièce. Et là, avec une broche, je l'ouvre très légèrement, je le rends plus grand, justement pour supprimer le jeu. Vous vous souvenez, on avait un jeu là sur le barillet, pour supprimer ce jeu. Donc voilà, là on en a encore un petit peu, on va voir, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, là je réduis le trou côté platine aussi parce qu'il y a beaucoup trop de jeux. Donc là je tape pour venir réduire le trou. Là vous voyez le barillet, j'arrive pas à le mettre en position. J'arrive pas à le rentrer dans la platine. Donc pareil, on va réagrandir le trou. Et tout ça dans le but pour réduire ce jeu qui a été créé à cause de l'usure, là, comme je disais tout à l'heure. Et là voilà, j'arrive à remettre le barillet. On va remettre le pont par-dessus. Là aussi, on a réduit. Là, on voit, il tourne. Et on voit, regardez, plus de jeu. Parfait. Donc, on a supprimé le jeu. Le barillet tourne librement. On peut continuer de remonter. Donc, sur Seiko, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous avez pas mal de documentation en ligne, notamment sur le 6139. Donc si vous cherchez des documents techniques sur ces mouvements, vous allez trouver comment les démonter, dans quel ordre il faut démonter les pièces, dans quel ordre il faut remonter les pièces, aussi le graissage et l'huilage, où il faut mettre de la graisse, où il faut mettre de l'huile, quel type d'huile, quel type de graisse sur chacun des points. Et ça c'est extrêmement utile quand on a ce genre d'informations. Alors après forcément il existe des règles générales, mais c'est toujours mieux d'avoir les règles du constructeur qui vous dit où mettre la graisse, comment démonter le mécanisme, comment régler le mécanisme aussi, parce que là on est sur un chronographe, donc il peut y avoir des réglages à faire. Seiko et avec notamment d'autres, on peut trouver pas mal d'informations en ligne avec ces documents. Donc voilà, et là vous voyez, par exemple c'est quelque chose que normalement je ne fais pas, je ne commence pas par remonter une montre par les pièces qui sont côté cadran, mais là sur la documentation, voilà, il demande de commencer par ces pièces-là, donc je suis l'ordre qui est indiqué sur ce document technique, en remontant les pièces une par une, comme c'est indiqué, avec le propre huilage et graissage, vous voyez, des différentes pièces. Donc voilà, on va mettre la dernière pièce ici qui vient tenir en place la roue des minutes, côté cadran. Parfait. Vérifie que ce soit bien vissé. Ok, on passe de l'autre côté balancier. On va commencer l'assemblage aussi. Vous voyez, vient bien huiler là le point de pivot où on a ce rubis sur la roue de centre. Là, on va venir mettre le barillet avec les trous qu'on a réduits. On a vu tout à l'heure au préalable pour s'assurer qu'il n'y ait plus de jeu. Parce que voilà, le jeu, vous voyez là, entre la roue de centre qui est dessous et le barillet, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il est très très fin. Donc si le barillet se désaxe, se penche, parce qu'il y a du jeu, il peut venir frotter et toucher cette roue quand la montre tourne. Et s'il vient toucher la roue ou frotter sur cette roue, forcément, l'amplitude de la montre, la précision de la montre sera affectée. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le moins de jeu possible entre les pièces pour qu'elles ne se touchent pas entre elles et qu'elles tournent dans toutes les positions de manière optimale. Donc voilà, on a mis les pièces qui sont dessous. Là, vous voyez, je tapote légèrement pour venir aligner et faire tomber en fait les points de pivot dans les rubis. Voilà, on vient huiler aussi les différents points de rotation pour être sûr que les pivots soient bien lubrifiés, qu'on ait une montre qui perde le moins d'amplitude et qu'il y ait le moins de friction entre les pièces. Ici, on a le clic. On vient lubrifier la partie supérieure. Voilà, on vient mettre la roue de rocher qu'on vient aligner là sur cette forme carrée. On a le clic aussi, là on voit qui est en place. Essayer d'aligner ça au mieux. Parfait, on vient sécuriser avec le ressort. Hop là, la petite bague qui a sauté. On va la remettre en position en mettant de l'huile.
Donc c'est là où on va mettre. Donc on est sur un mouvement à colonne. On va voir là, on va installer la colonne du chronographe. Donc il y a deux types de mouvements de chronographe, hein, le mouvement colonne et mouvement à cam. Donc là on est sur un mouvement à colonne. Voilà, quelque chose normalement de plus qualitatif, les mouvements de chronographe à colonne. Forcément une pièce, on voit qui est quand même assez complexe avec toute cette petite dent à faire. Et normalement aussi qui donne une expérience avec quand on pousse les boutons avec des clics qui sont beaucoup plus marqués, beaucoup plus francs, et voilà, qui sont normalement de meilleure qualité, où on a une expérience tactile qui est de meilleure qualité avec un chronographe à colonne qu'un chronographe à cam, même si aujourd'hui, forcément, il y a des chronographes à cam qui sont vraiment d'excellente manufacture, mais chronographe à colonne, surtout à cette époque, ça a forcément plus de valeur et c'est gage voilà, d'une qualité bonne pour un chronographe. On est aussi sur un embrayage vertical, donc c'est-à-dire que l'accouplement entre les roues du chronographe et les roues qui gardent le temps, donc qui vont passer l'information au chronographe, se fait verticalement, c'est-à-dire qu'on vient découpler verticalement la roue de chronographe, alors que sur les Suisses, souvent, on est sur un chronographe horizontal, c'est-à-dire qu'on a une roue qui va venir faire la connexion horizontalement entre la roue de chrono du train et la roue des secondes du chronographe au milieu. Donc voilà, on est aussi sur une technologie qui est complètement différente avec ses avantages et ses inconvénients. Et là, on vient mettre, donc c'est un peu la difficulté de ce mouvement-là, c'est ces énormes ressorts qui sont à passer à différents endroits, dessus, dessous, à gauche, à droite, pour venir mettre de la tension dans le mouvement de chrono. Voilà, c'est pas facile à mettre en place, donc on en a un premier ici, et celui-là, il est très costaud de ressort. Voilà, vous voyez, j'utilise deux Bruxelles là pour essayer de le mettre en place. Là, on a la roue des minutes pour le chrono. Le marteau qui vient venir remettre à zéro les roues du chrono et la roue des minutes. Et voilà, là, on a le deuxième ressort qui est aussi pas facile à mettre. Voilà, je le tiens en place avec une Bruxelles. Je dois le faire passer derrière cette vis là, enfin, c'est pas une vis, mais c'est ce poteau là. Et je dois le ramener devant pour mettre le bout du ressort contre cette pièce là. Voilà, c'est en place. Vous voyez, pas facile à faire, mais tout est en place. On vient huiler le marteau ici pour faire le reset. Une petite roue intermédiaire ici qui va avec la roue des minutes. Voilà. Et on peut remettre le pont par-dessus. Donc on va réaligner tout ça et puis mettre les vis pour sécuriser. Voilà. On va remettre le ressort ici. On va huiler, pareil comme on a fait sur le point inférieur, tous les petits points de pivot. On vient déposer une petite goutte d'huile ici. Alors surtout, il ne faut pas mettre trop d'huile, parce que voilà, aussi c'est pareil. Si on met trop d'huile, un petit peu trop de viscosité, et ça va jouer sur l'amplitude de la montre. La montre va tourner un petit peu moins efficacement que si on met le bon montant d'huile. Okay, on remet l'encre avec son pont dessus, pareil qu'on va aligner. Une fois que c'est aligné, on va venir sécuriser ça avec les vis. Voilà. On remonte la montre. Donc là, vous voyez, avec le tournevis, j'ai tourné le barillet. Parce qu'on m'a dit, on ne peut pas remonter la montre avec la couronne. Donc je l'ai remonté en tournant le rocher avec un tournevis dessus. Et on va remettre le balancier, voir si la montre veut bien démarrer. On l'a mis en place. Ne veut pas démarrer. Est-ce qu'il est bien aligné? Ça n'a pas l'air. Donc là, c'est pareil, il faut faire tomber l'axe de balancier dans les rubis. On va le faire bouger gentiment jusqu'à ce que ça tombe en position. Non, toujours pas. Ah, ça y est, il est parti. Super.
Le mouvement tourne, il a l'air de tourner plutôt pas trop mal. On verra, on le mettra sur le time grapher à la fin pour voir la précision du mouvement. Ok, donc maintenant on va passer côté cadran, on va assembler le reste des pièces. Donc on a tout le mécanisme aussi pour la date et le jour, la chaussée, voilà. Voilà les roues du calendrier. Et là on voit on a des pièces en plastique. Donc voilà, c'est assez rare de voir des pièces en plastique sur un mouvement de montre. On voit beaucoup sur les mouvements japonais de chez Seiko. On voit aussi sur quelques mouvements suisses, même si c'est plutôt plus rare, notamment sur un Valjoux 7750. Mais voilà, si on a des pièces qui n'ont pas vraiment besoin d'être faites en métal, où la force du plastique, entre guillemets, suffit pour faire le job, pourquoi mettre des pièces qui coûtent plus cher sur une montre alors qu'on peut faire quelque chose de plus économique et mettre des pièces en plastique? Donc voilà, c'est sans doute la philosophie qu'avait Seiko, c'est de faire des montres à bon prix sans sacrifier la qualité. Si on est sur du plastique, c'est que le plastique suffit. Et on le voit, hein, c'est des montres qui sont de 1969 ou de début des années 19, ou de 1960, des années 1970, et les montres continuent à tourner même si les pièces sont en plastique. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Les calculs qui ont été faits à l'époque sur le choix des matériaux est bien le bon, parce que voilà, les montres elles continuent à tourner, elles tournent bien malgré l'utilisation du plastique. Donc là on met, ça c'est le clic qui va indexer la date. Bien graisser aussi le clic ici pour mettre le disque de date. Justement là il va falloir voilà, armer ce petit clic pour faire venir mettre le disque en position complètement. Voilà. On va remettre cette plaque dessus là avec pas beaucoup de vis, il y a 4 ou 5 vis qui vont dessus, ce qui est énorme. Voilà. Et on va vérifier, vous voyez, en poussant sur cette montre, c'est en poussant qu'on a le changement de date rapide. Là, on va simuler le changement d'heure, donc c'est-à-dire j'ai tiré voir comme si on changeait l'heure sur la montre et voir si on a un saut. Voilà, on a bien eu un saut. Donc le changement d'heure fonctionne, le changement pardon, de date fonctionne. Là maintenant, on va mettre le disque de jour, on va venir armer le ressort dessous, pas facile à mettre en place, voilà. Et le petit circlips qui maintient ce joli disque en position. Ok, on repasse côté balancier, on va assembler le mouvement, la partie mouvement automatique. Donc pareil, Seiko, ils ont quelque chose de très différent, ce qui s'appelle le Magic Lever. Donc on a des petits bras, vous allez voir, qui vont venir tourner autour de cette roue. Et c'est ce qui va permettre, en fait, peu importe le sens de rotation de la masse oscillante, voilà, c'est ces petits bras-là, avec ces petits crochets au bout. Peu importe le sens de rotation, qu'elle tourne de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, ça va remonter le ressort de balance qui est dans l'intérieur du balancier, donc ça va faire tourner toujours dans le même sens. Donc sur les mouvements suisses, il y a des roues, en fait, souvent deux roues qui viennent faire s'annuler enfin, l'un l'autre en fonction du sens de rotation pour être sûr que ça tourne toujours dans le même sens. Là, c'est fait voilà, avec ce petit Magic Lever qui est vraiment une solution technique encore utilisée par Seiko aujourd'hui, qui est complètement différent de ce qu'on peut trouver sur les mécanismes suisses. Bien lubrifier les différentes pièces. Et on va pouvoir remonter le cadran. Donc, c'est-à-dire d'abord on a ce petit disque là ici qui va venir supporter le cadran. Et voilà, on peut remettre ce magnifique cadran que je n'ai pas touché, il était en super bon état. Donc voilà, un petit léger nettoyage dessus, mais vraiment très 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 léger. Tellement qu'il est en bon état. Et voilà. On vérifie le saut de date. On va pouvoir mettre ensuite les aiguilles après avoir un saut de date, c'est-à-dire que c'est minuit. Donc voilà, ça arrive, clac. Je mets l'aiguille des heures, on voit aussi les aiguilles sont en super bêta. Aligné sur minuit, on va venir la presser en position. Voilà, on va faire la même chose avec l'aiguille des minutes, qu'on va aussi aligner sur minuit.
Voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer, on va regarder si le saut de date, donc j'aime bien l'avoir 10 minutes avant, 10 minutes après. Là, il est parfait, il est sur minuit pile presque. Super. L'aiguille des secondes du chrono, qu'on va aligner sur le début du chrono, donc c'est-à-dire sur la position à 12 heures. Voilà, on va venir presser en position aussi. Et on va faire la même chose avec l'aiguille des minutes, qu'on va venir presser aussi sur la partie où il y a le 30. Voilà, on voit le double indication, c'est-à-dire si au premier tour on a 30, on a 0, 10, 20, 30, deuxième tour, on aura les minutes qui sont en dessous si on veut chronométrer quelque chose de plus long. Et on va remettre le boîtier, donc je remets le mécanisme dans le boîtier. Voilà. On va remettre les boutons poussoirs. Donc les ressorts qui ont été nettoyés, les joints qui ont les boutons poussoirs aussi qui ont été nettoyés. Remettre un petit peu de graisse sur les nouveaux joints. Et ensuite, une fois qu'on aura remis les boutons poussoirs, on va pouvoir remettre, vous vous souvenez, le disque qui va à l'intérieur, qui maintient tout ce joli monde en place. Voilà, je maintiens poussé. Et vous voyez là, il y a des petites encoches qu'on va aligner sur les boutons poussoirs et sur la tige de remontoir. Et voilà, on va pouvoir mettre. Et normalement, si je lâche, une fois que tout est en place, si je lâche, les boutons poussoirs seront retenus contre cette bague. Voilà, parfait. On va juste remettre le boîtier, même si c'est pour protection, on finira ça plus tard. On va repasser, on va mettre cette petite bague autour qui s'aligne automatiquement, il y a une petite encoche. On va lubrifier le joint qui sert à faire l'étanchéité avec le verre. D'abord, on va mettre un petit peu de graisse dessus pour améliorer son étanchéité. Comme on l'a dit, on va mettre aussi un nouveau verre, parce que le verre ancien était rayé. Donc voilà, les verres Seiko des génériques se trouvent assez facilement si vous voulez changer les verres. D'abord, il y a cette bague qui va aller autour. Voilà, que je viens mettre en position. Parfait. Et on va prendre le joint qu'on vient déposer sur cette bague. Et le verre qui va aller là-dessus. Se positionner. Voilà le joint qui est en place. Super. Et le verre, voilà. Le nouveau verre, regardez de suite l'aspect de la montre. Superbe avec ce verre. On n'a plus le verre rayé. Et on va remettre. Donc le Silver Ghost, vous voyez cette partie argentée qui est le premier quart là, de cette lunette. En fait, les numéros, à la base, il y a des numéros sur cette partie-là. Mais avec le temps, ils s'effacent. C'est un des défauts de cette montre. Toutes les lunettes, les chiffres s'effacent. Et c'est pour ça qu'on l'appelle donc Silver Ghost, qui veut dire le fantôme argenté. Donc cette partie, elle devient fantôme. On n'a plus de numéros dessus. Donc c'est pour ça qu'elle a eu ce surnom de Silver Ghost, la Seiko 6139 Silver Ghost. C'est plutôt cool comme anecdote. Mais voilà, d'un défaut de fabrication, en fait, parce que c'est un défaut de fabrication, cet effacement qui s'efface naturellement, soit avec les UV, ou je ne sais pas quelle est la raison, mais il s'efface naturellement. Ben voilà, ça a fait le nom et la renommée de ce modèle en particulier, la Seiko 6139 Silver Ghost. Parfait, on a remis la masse, on voit que tout tourne, le Magic Lever fonctionne, ça remonte bien, on met le nouveau joint, vous vous souvenez, le joint vert qui était complètement séché, qui faisait plus son job. On en met un neuf. On va pouvoir refermer le boîtier. Voilà, j'utilise cette magnifique presse là de chez Eurotech qui est customisée. Si vous voulez l'acheter, je vais vous mettre un lien dans la vidéo pour acheter cette presse. Et aussi avec Eurotech, on a un groupe pour parler d'outils. Si vous êtes passionné d'horlogerie, vous voulez parler d'outils, il y a un groupe Facebook. Je vais vous mettre aussi le lien en français du groupe Facebook si vous voulez venir et discuter de l'outillage, de l'horlogerie en général. Vous trouverez des gens passionnés qui pourront répondre à vos questions aussi sur ce groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et voilà la montre. On va démarrer le chrono, voir si ça fonctionne. Donc on voit le chrono qui démarre, on va le laisser tourner.
voir si l'aiguille des minutes aussi saute bien. Voilà, on voit l'aiguille des minutes qui saute. Parfait. Et qui continue à tourner. Donc j'aime bien les laisser tourner pendant un petit moment, voir si tout fonctionne bien. Et ensuite aussi voir si quand on arrête, si la remise à zéro se fait correctement. Parfait. On voit les aiguilles alignées. Et regardez ce résultat sur le time grapher. Donc la montre qui gagne quelques secondes par jour. Un bit error qui est pratiquement à zéro. Une amplitude de 220, 230. Qui est très bon pour ce modèle, pour ce calibre-là. Qui est une amplitude qui n'est pas mauvaise après un service, après de nombreuses années. Donc voilà, une montre qui fonctionne, en état, et voilà, avec une histoire très particulière. Et je suis très heureux d'avoir restauré cette montre et de la rendre à son propriétaire. Et j'espère qu'il va pouvoir en profiter et la passer de génération en génération. J'espère que vous avez aimé cette restauration et on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir.